Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Les titres de cette édition. Réconciliation au sein de l'église protestante méthodiste du Bénin EPMB. La crise qui secoue cette congrégation a connu son épilogue hier dimanche par une messe en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Dans cette édition, nous irons à la découverte de l'hyperhidrose, une maladie qui se manifeste par la transpiration excessive dans certaines parties du corps. Et puis hors du Bénin, beaucoup d'actions de bénévolat en ce mois de Ramadan en Algérie. Des généreux soutiennent les musulmans pour mieux les aider à passer la période des carêmes. Voilà pour le sommet. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre cette édition par une nouvelle concernant le PMB, l'église méthodiste, protestante méthodiste du Bénin. Le processus de réunification de l'église protestante méthodiste du Bénin PMB, lancé le dimanche 26 juin 2016 au temple Béthanie, a connu une suite heureuse. Ce dimanche au palais des congrès de Cotonou, c'est à travers une célébration solennelle du culte de réconciliation et de réunification de l'église protestante et méthodiste du Bénin après plusieurs décennies. Ce culte a connu la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon, et de plusieurs personnalités politiques. Loris Frédéric Davor, Cyril Labo. Entamé depuis le 30 mai 2016, le processus de réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin a enregistré ce dimanche 3 juillet 2016 une étape décisive à travers la célébration du culte de réconciliation et de réunification dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Ce culte solennel et historique a connu la présence du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon, principal médiateur de différents ministres du gouvernement, des présidents d'institutions, d'importantes personnalités politiques et plusieurs centaines de fidèles chrétiens protestants. À l'entame de la célébration, le révérend pasteur Mathieu Alao a exhorté les fidèles à la prière et à l'amour de Dieu. Voici le culte où la parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Moment de louange, d'adoration, de cantiques, de prière, de lecture biblique et de prédication, ce culte de réconciliation et de réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin a consacré les 15 membres de l'organe transitoire de gestion de l'EPMB, instance chargée de conduire pour un an les affaires courantes de l'Église protestante méthodiste du Bénin réconciliée et unifiée. Acteur de la réconciliation, le frère Melchior témoigne de l'importance de l'événement. C'est le jour où le Seigneur a voulu confirmer votre élection, Monsieur le Président. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, réitérera ensuite le soutien du gouvernement au processus de réconciliation et de réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin, EPMB. Le gouvernement prend acte de tous ces engagements et, vous en félicitant chaleureusement, appelle à son tour chaque fidèle de l'Église, quelles que puissent être les douleurs du passé, à maintenir avec les responsables de l'organe transitoire de gestion l'ensemble de l'Église dans l'unité. L'État œuvrera dans l'intérêt commun à faire en sorte que l'engagement de paix et de réconciliation fédère et renforce la nation béninoise tout entière. Présent à ce culte de réconciliation et de réunification de l'EPMB, le président Patrice Talon dira sa reconnaissance au peuple de Dieu et décernera un satisfecit à tous les cadres impliqués dans la réussite de l'événement. Permettez-moi tout simplement de vous féliciter, à mon nom personnel, au nom de mon gouvernement, au nom des institutions de la République et au nom du peuple béninois tout entier, pour cet acte. Cet acte que vous venez de poser est pour Dieu la meilleure offrande pour la gloire de son nom et pour la promotion de son Église.
Action de grâce et salutations chaleureuses, symbole de la paix retrouvée entre fidèles protestants, ont mis un terme à ce culte de réconciliation et de réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin. On parle encore religion dans cette édition. Les fidèles de l'Église catholique Saint-Pierre et Paul d'Agla et leur curé ont renouvelé hier dimanche leur alliance avec le Christ, une célébration qui s'est déroulée dans une ambiance festive. Fréjus Servlan et Denis Marouya pour le compte rendu. Chants, danses, prières et adorations sont les moments forts qui ont marqué la cérémonie eucharistique de ce 3 juillet à la paroisse Saint-Pierre et Paul d'Agla. Premier dimanche du mois de juillet, cette journée dominicale représente pour les milliers de fidèles de cette église le jour de l'Alliance. Mais avant ce rite de l'Alliance, l'abbé Jean-Éric Thibozo, curé de cette paroisse, a cru devoir introduire son homélie par le respect que les chrétiens doivent avoir pour la maison de Dieu, déplorant ainsi les comportements violents et immoraux observés chez cet infidèle dans le but de s'offrir une place idéale dans l'enceinte de l'église. Quant à la particularité de ce dimanche, le curé explique. Nous, sur la paroisse Saint-Pierre-Paul, les premiers dimanches de chaque mois, nous faisons ce que nous appelons alliance. Il faut savoir que l'alliance, c'est ce que Dieu lui-même a voulu. L'alliance définitive a été conclue avec l'humanité en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Par le sang que Jésus a coulé sur la croix, il a scellé pour toujours l'alliance entre Dieu et les hommes. Et nous, disciples du Christ, fils et filles de Dieu, nous renouvelons chaque premier dimanche l'alliance avec Dieu en apportant ce que nous avons dans une enveloppe que nous déposons dans la corbeille en lieu et place de l'action de grâce pour dire à Dieu, nous voudrions qu'à partir de ce geste, tu parles sur notre vie, que ce geste parle pour notre foyer, que ce geste parle pour nos activités, nos travaux. Et le Seigneur, dans sa fidélité qui est fidélité éternelle et une fidélité tranchante, manifeste qu'il est le Dieu qui accomplit la promesse. Et les témoignages sur les grâces reçues suite à l'alliance du mois de juin sont légion. Grâces de réussite, d'accouchement, de guérison, de construction de maisons, d'achat de véhicules, de création d'entreprises et d'obtention d'emplois. Ces instants ont été suivis d'une prière d'adoration à l'intention de Dieu qui, par son pasteur Éric Thibozo, a révélé les maux dont souffrent certains fidèles et la promesse d'une guérison certaine. Nous n'avons qu'à faire confiance à ce Dieu dont la parole ne trompe jamais, puisqu'il est celui qui a créé le ciel et la terre. Sa parole est éternellement vraie. Après le rite de la communion, les fidèles ont noué de nouveau leur alliance avec le Seigneur pour le compte de ce mois de juillet dans l'espoir d'obtenir, comme d'habitude, ses grâces. Le rendez-vous de l'alliance prochaine est pris pour le premier dimanche du mois d'août, qui sera également le mois marial. Autre info dans cette édition, la loi des finances rectificatives adoptée en juin dernier à l'Assemblée nationale était au cœur des échanges entre journalistes et à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Et pour mieux appréhender le sujet, c'est Olivier Alottiémé, journaliste spécialiste des questions économiques, qui était l'invité de ce rendez-vous des journalistes Café et Média Plus. Suivons le compte rendu de Fréjus Servlan. De 1552,977 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, le budget de l'État est passé à 1423,487 milliards avec l'adoption par les députés la semaine dernière de la loi de finances rectificative introduite à l'Assemblée nationale par le gouvernement un peu plus tôt. Ce collectif budgétaire qui induit une réduction d'environ 130 milliards de francs CFA tient compte des orientations du nouveau régime en place. La diminution des postes ministériels, c'est une évidence. La crise qui s'aggrave au Nigeria, c'est une évidence. Il y a le nouveau découpage territorial, c'est une évidence. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Maintenant, outre cet aspect, du point de vue financier, ce réajustement du budget de l'État voulu par le gouvernement Talon est devenu un impératif du fait des engagements jugés fantaisistes pris depuis l'an dernier par le gouvernement de Boni Yayi. Ces engagements, comme vous le savez, sont sur le plan, par exemple, des transports, des infrastructures de transport, qui ont engendré un gonflement artificiel des
des recettes, alors que concrètement, le budget, les recettes ne peuvent pas aller jusqu'au seuil prévu par le gouvernement. Toutes ces prévisions ayant été faussées, le gouvernement se voit dans l'obligation de réajuster les chiffres. Cette adoption du collectif budgétaire 2016 a également une portée politique. C'est ce que pense Olivier Alochemin. 0 abstention, 0 contre. Vous voyez donc que les députés, d'une façon ou d'une autre, même bien qu'ayant voté l'ancien budget, ont estimé que c'est normal que le gouvernement agisse de cette façon. Ce budget est comme une acceptation des nouvelles mesures qui ont été prises pour diminuer un peu les charges de l'État. Faire voter ce budget dans ce court laps de temps montre un professionnalisme en tout cas assez élevé au sein de l'équipe gouvernementale. Les regards sont désormais tournés vers l'étude du projet de loi de finances 2017 pour voir les caractéristiques du budget de l'État version gouvernementale. Comment envisager le Bénin dans 30 ans et comment faire de nouveaux préfets, des administrateurs de type nouveau? Ces interrogations ont constitué le menu de la seconde communication à ce rendez-vous Café Média des journalistes vendredi dernier. On retrouve encore une fois Fréjus Servolan pour le compte rendu. Le Bénin en tant que territoire, qu'est-ce que nous voulons en faire? Comment envisageons-nous le Bénin dans 30 ans? Quelle image en avons-nous? C'est par ces interrogations que Xavier Zola, expert en système d'information géographique et foncière, a mené devant les journalistes béninois et des conseillers de la municipalité de Cotonou ses réflexions sur l'administration du territoire national pour un développement économique et le progrès social. Et pour le communicateur, toute émergence doit partir d'une vision. C'est pourquoi il pense que les nouveaux préfets, au-delà de leurs fonctions traditionnelles, doivent être des administrateurs de type nouveau qui ont à cœur le développement de leur territoire. Il faudra aujourd'hui que les préfets se positionnent comme des préfets de développement. Des préfets qui prennent en main, aux côtés du gouvernement, leur territoire pour l'aménagement de chaque territoire. Pour le communicateur, les goulots d'étranglement qui empêchent la bonne planification des territoires et leur développement sont d'ordre organisationnel. L'Institut géographique national est là et travaille. Tous les jours, c'est toujours par rapport au foncier. L'Agence nationale du domaine et du foncier qui vient d'être créée a pour mission, entre autres, de mettre en place le cadastre national. Quand vous achetez aujourd'hui une parcelle à Cotonou, on vous dit c'est l'eau 210B, alors que sur votre portail, c'est écrit un autre numéro qui est carrément différent. C'est-à-dire aussi que déjà, avec les géomètres, vous avez d'autres systèmes. La mairie, quand vous allez à la mairie, le service des affaires domaniales ou le département des affaires domaniales a un autre système qu'il utilise. À côté, le service en charge de la fiscalité ou du registre foncier a un autre système qu'il utilise dans la même commune. Pour une meilleure gestion de l'administration territoriale, quelques innovations s'imposent. Il nous faut un système d'information unique de manière à nous permettre de régler des problèmes d'ordre technique. Par exemple, les questions d'adressage au niveau de chaque commune, de chaque arrondissement, de chaque village où on a une vue. Ça permet de faire de la planification, de programmer. Ça nous permet de savoir vraiment, il y a les écoles. Là où il y a les écoles, là où il y a les centres de santé, les dispensaires, les problèmes d'assainissement et tout ça, on peut le voir très facilement. On peut sortir vraiment des cartes intégrées. Nous avons besoin d'une carte scolaire, nous avons besoin d'une carte d'assainissement, nous avons besoin d'une carte d'hygiène, nous avons besoin d'une carte sanitaire et ainsi de suite. Nous sommes en matière de système d'information géographique et foncière et ça, il faut vraiment que nous en prenions conscience. La numérisation des données au niveau des collectivités locales s'impose donc comme un impératif pour le développement économique et le progrès social.
Allons à présent à la découverte d'une maladie dont on parle très peu. Il s'agit de l'hyperhidrose, une affection qui se manifeste à travers la transpiration excessive à certains endroits du corps humain. Dans ce reportage, Horacia Djodji nous en dit plus sur cette maladie. Le rôle de la transpiration est de concourir à la régulation thermique afin de maintenir la température du corps à la valeur stable de 37 degrés. Mais lorsque cette sudation devient excessive et continuelle, elle signale la présence de l'hyperhidrose, une maladie très peu connue. Localisée généralement dans la paume des mains, la plante des pieds, hyperhidrose palmoplantaire, ou au niveau des aisselles, hyperhidrose axillaire, cette maladie peut être primitive ou secondaire à d'autres affections. On a constaté au niveau palmaire que c'est beaucoup plus également génétique. Ça veut dire tout simplement que c'est depuis la formation des différentes couches de la peau, des différentes couches de l'organisme, qu'il y a une anomalie génétique qui s'est introduite dedans. Quand on prend également l'hyperhidroaxillaire, je vais beaucoup plus peut-être m'accentuer sur l'hyperhidrose localisée à un hémicorps par exemple. Quand je prends une partie du corps, une partie de la face qui transpire plus que l'autre partie. Là, on constate beaucoup plus des anomalies neurologiques. La production excessive de la sueur a aussi une explication métaphysique. Elle serait une réponse normale à l'émotion. Sur le plan métaphysique, c'est des gens, quand je parle de l'émotion, l'émotion, c'est le domaine, l'âme est le domaine des sentiments et des émotions. Donc, la personne n'arrive pas à véritablement purifier ses émotions, ou la personne s'énerve très rapidement, ou la personne est très timide. On ne peut pas dire que ça a un rapport avec la chance ou la malchance. Dans des domaines donnés, la personne dira « je suis chanceux ». Supposons que c'est du riz qu'il veut semer. Il dira « je suis chanceux parce qu'il y a trop d'eau ». Mais lorsqu'il veut semer peut-être du maïs, il dira « je suis malchanceux ». Donc on va retrouver tout dans sa vie. Entre chance et malchance, les deux sont là. Lorsque l'hypersudation est passagère, elle ne doit inquiéter. Cependant, quand elle se prolonge dans le temps, jusqu'à 6 mois par exemple, elle devient chronique et nécessite de consulter un médecin. Quand on parle de 6 mois, c'est d'abord le délai maximal. Sinon, déjà, quand on n'a pas l'habitude d'avoir une hypersudation et subitement, on voit surtout que la nuit, on transpire trop et qu'on a d'autres symptômes, comme je disais, si ce n'est que l'hypersudation, c'est pas on peut aller beaucoup plus en avant dans la durée, mais quand c'est ponctuel et subitement, en moins d'un mois déjà, on voit que tous les soirs, je transpire ou pendant une partie de la journée, je transpire plus, oui. Le traitement de l'hyperhidrose dépend de l'ampleur du problème, mais dans les cas plus graves, les dermatologues soumettent le patient à un traitement d'ionophorèse. Quand je prends l'hyperhidrose palmoplantaire, donc au niveau des paumes et des mains, là, c'est beaucoup plus quand on parle d'ionophorèse ou phérèse, tout simplement. C'est un dispositif médical qui utilise le courant électrique avec un bac à eau où l'intensité du courant est libérée de façon progressive. Le dispositif est là, donc on soumet le patient à ça, il met les pieds et les mains dedans et il y a un certain nombre de séances qu'il faut faire à répéter et en entretien. Et là, ça soulage surtout les patients. Du point de vue social, la sudation excessive est un problème esthétique et gênant. L'hyperhidrose plantaire favorise ainsi la prolifération bactérienne et accélère la détérioration des chaussures. Au niveau des mains, la personne redoute même de saluer ou de toucher des papiers. On poursuit cette édition hors du Bénin, en Algérie. Tout au long du mois de Ramadan, les actions de bénévolat s'intensifient. Des associations financées par des dons s'activent pour servir des repas gratuits aux plus démunis et aux migrants de passage. Reportage. Ça s'active en cuisine dans les locaux de l'association Jazer El Khair à Alger. Ces bénévoles préparent des repas gratuits tout au long du mois du Ramadan. Les plus démunis peuvent venir rompre le jeûne à leur table. Cette année, nous préparons 600 repas par jour. 300 repas sont réservés aux restaurants accueillant les migrants africains et 100 repas pour les 3 autres restaurants de l'association à Alger. Nous essayons de contenter tout le monde. Par exemple, ceux venus des pays africains ont droit à un menu spécial. Les déplacés et migrants africains sont particulièrement nombreux à se presser aux portes de l'association. Jazer El Khair a été créé il y a 5 ans et compte aujourd'hui environ 200 restaurants un peu partout dans le pays, dont 5 à Alger. Ces cuisines fonctionnent à plein régime pendant le Ramadan. 4000 bénévoles s'y étaient déjà relayés l'année dernière, en majorité des lycéens et des étudiants.
J'encourage beaucoup, ouais. C'est très bon, très bonne chose. Ça nous range ici beaucoup. Au lieu d'aller payer le manger ailleurs, on préférait ici manger, comme on appelle, avec eux, et suffisant. Puis manger quand tu regardes le reste, c'est comme de la maison. Ça nous fait un grand plaisir. L'association Jeunesse El Khair, elle, travaille dans les aéroports, les gares ou les hôpitaux pour offrir de la nourriture. Ces bénévoles font même des expéditions de nuit et distribuent de l'eau, des fruits et du lait aux sans-abri pour le souhour, le repas pris à la fin de la nuit avant d'entamer la journée de jeûne. Le but de notre travail, c'est de voir le sourire sur le visage des sans-abri et de ceux qui n'arrivent pas à se nourrir ou à nourrir leur famille. Ça nous sert de moteur pour avancer. Les associations d'aide dépendent entièrement des dons et vont jusqu'à démarcher les entreprises pour ne pas manquer en approvisionnement, encourageant l'esprit de charité tout au long du mois sacré musulman. Être un musicien au Soudan du Sud n'est pas chose facile à cause des conflits armés dans ce pays. L'industrie n'est pas viable financièrement et les artistes doivent surveiller leurs paroles pour éviter les intimidations du gouvernement. Des pressions qui n'ont pas découragé Lual Dawal, un rappeur déterminé à faire passer ce message sans se préoccuper des conséquences. Lual Dawal rappe depuis la proclamation d'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Plusieurs de ses chansons ont connu le succès, mais d'autres ont été interdites d'antenne à cause des thématiques abordées. Le conflit qui dure depuis 2 ans et demi, mais aussi la corruption. J'ai l'impression qu'au Soudan du Sud, beaucoup de personnes ont perdu leur voix. Il y a beaucoup d'injustices. J'ai l'impression que même si aujourd'hui je ne gagne rien, dans le futur mes messages resteront et les gens écouteront toujours ma musique. Récemment, un de ses concerts a été interrompu par des soldats. Les menaces ne l'ont pas intimidé, il a chanté sur scène le lendemain. Une autre fois, ce sont ses fans qui lui ont évité l'arrestation en l'aidant à s'échapper. Ils devront me tuer pour me faire taire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais rester moi-même et un pistolet n'y changera rien. Malgré le manque de ressources et les menaces incessantes, Lual continue de chanter. Le Soudan du Sud va fêter sa 5e année d'indépendance en juillet. Lual veut travailler sur son prochain album en collaboration avec des artistes et producteurs de différentes nationalités. Son objectif, apporter un peu d'unité dans un pays encore très fortement divisé. Avant de boucler cette édition, juste une brève en interactualité. Des milliers de Britanniques ont défilé samedi à Londres pour manifester leur opposition à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pendant que les candidats à la succession du Premier ministre David Cameron se rangent en ordre de bataille. 9 jours donc après le référendum qui a décidé un Brexit, un long cortège s'est ébranlé, peu en direction du Parlement depuis Park Lane, le long de l'Hyde Park dans le centre de Londres. Et c'est sur cette brève que nous allons boucler cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, j'allais dire.